Lundi 27 juillet 2020, il est 19h à Moribabougou, région de Koulikoro d'où nous émettons. Bienvenue dans ce quotidien de l'information. Au sommaire, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, par vidéoconférence, a participé au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali. Nous le verrons tout de suite dans cette édition. Le ministère de la Promotion de l'investissement privé des PMI et PME et de l'entrepreneuriat national, de concert avec celui de l'agriculture, s'engage dans la lutte contre le coronavirus à travers une remise de kits de protection et d'hygiène à l'hôtel Salam de Bamako. Le conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire a procédé le week-end dernier au lancement officiel de sa carte de membres sécurisés sous le parrainage de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Chérif La Télé, vous servir encore et toujours. Chérif La Télé, vous servir mieux. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous réitérer votre confiance. Je vous l'annonçais en titre, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a participé par vidéoconférence au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali en vue d'une décrispation rapide et définitive du climat sociopolitique, a indiqué la présidence malienne ce lundi 27 juillet. Ce sont au total 15 chefs d'État de la sous-région qui ont pris part à cette réunion, a indiqué la même source. Rappelons que la dernière médiation a eu lieu jeudi dernier à l'occasion du déplacement de 5 chefs d'État à Bamako sans résultat concret. Pour la CEDEAO, il n'est pas envisageable de passer à une solution en dehors de la légitimité constitutionnelle. Des résolutions fortes sont donc issues de ce sommet extraordinaire en vue de concilier les deux parties et remettre rapidement le Mali sur la voie de la normalité. Nous vous proposons la lecture intégrale des résolutions de ce sommet extraordinaire par le président en exercice de la CEDEAO, le Nigérien Mahamadou Issoufou. Nous avons demandé instamment à ce que les mesures suivantes soient prises relativement aux questions institutionnelles ci-après. La démission immédiate de 31 députés dont l'élection est contestée, y compris le président du Parlement. La majorité présidentielle devra mettre tout en œuvre pour obtenir cette démission qui ouvrira la voie à des élections partielles. En attendant ces élections partielles, le Parlement pourra fonctionner avec les 116 députés restants. Ensuite, il est prévu une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions constitutionnelles du Mali. Le Parlement proposera ses représentants après la démission des 31 membres dont l'élection est contestée. En cas de difficulté de nomination des membres de la Cour constitutionnelle par les différentes instances, le président de la République utilisera l'article 50 de la Constitution pour nommer les 9 membres. Ensuite, il y a la mise en place rapide d'un gouvernement d'union nationale avec la participation de l'opposition et de la société civile. L'opposition, particulièrement le M5 RFP, est encouragée à participer à ce gouvernement d'union nationale en vue de contribuer au règlement des problèmes de gouvernance qui affectent le Mali, et ce dans un esprit de patriotisme. La tâche prioritaire de ce gouvernement d'union nationale sera de mettre en œuvre toutes les réformes, recommandations et décisions issues du dialogue national inclusif et de traiter les questions de gouvernance. En particulier, la mise en œuvre des accords d'Alger devra être accélérée. Compte tenu des nombreux défis auxquels fait face le pays, certains membres du gouvernement pourront être nommés avant la formation du gouvernement d'union nationale. Il s'agit de ceux en charge de la défense, la justice, les affaires étrangères, la sécurité intérieure et les finances. Comme autre point, nous avons la mise en place rapide d'une commission d'enquête pour déterminer et situer les responsabilités dans les violences qui ont entraîné des décès et des blessés les 10, 11
et 12 juillet 2020, ainsi que les destructions de biens publics et privés. La mise en place d'un comité de suivi de toutes les mesures ci-dessus prises, qui comprendra des représentants du gouvernement, du Parlement, de la société civile, de la magistrature, du M5 RFP, des femmes et des jeunes, avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies sous la présidence de la CEDEAO. La mise en place par la CEDEAO d'un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation de cette crise, étant entendu que l'ensemble des décisions et mesures ci-dessus devra être mises en œuvre au plus tard le 31 juillet 2020. Nous avons également réitéré notre solidarité avec l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition enlevé depuis le 25 mars 2020. Nous demandons aux autorités maliennes d'intensifier leurs efforts qui sont déjà en cours pour sa libération. Notre souhait, c'est de voir ces différentes propositions rencontrer l'agrément de différentes parties prenantes de la situation au Mali. Je voudrais enfin, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, réitérer l'engagement inébranlable des chefs d'État et de gouvernement et des peuples de la CEDEAO à n'épargner aucun effort pour promouvoir la paix et la stabilité au Mali. En tout état de cause, la CEDEAO sera toujours présente aux côtés du Mali, acteur important des dynamiques communautaires en cours pour l'approfondissement de l'intégration de notre sous-région ouest-africaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Vivement le retour définitif de la paix et de la stabilité dans le Grand Mali. L'actualité sanitaire de ce 19h, les actions de lutte contre la maladie à coronavirus continuent dans notre pays. Une remise de kits de protection et d'hygiène au système financier décentralisé et partenaire pour faire face à la maladie à coronavirus a eu lieu ce lundi 27 juillet à l'hôtel Salam de Bamako. L'initiative est du ministère de la Promotion de l'investissement privé, des PMI et PME et de l'entrepreneuriat national avec celui de l'agriculture. Marietou Diallo, Samba Traoré. C'est avec l'accompagnement du FIDA, du Royaume du Danemark et du Canada que le comité technique chargé de réfléchir et faire des propositions de solutions et de mitigation adaptées que ce don de kits sanitaires et d'hygiène a été remis aux acteurs de l'agriculture et partenaires. Cette cérémonie marque un moment fort dans la volonté du projet d'accompagner l'initiative prise par les hautes autorités de lutter et de prévenir l'incidence de Covid-19 sur les activités de développement en général et celles portées par le secteur privé rural en particulier. Les matériels qui vont être remis ce matin constituent le début d'une série d'appuis multiformes à l'endroit de toutes les catégories de bénéficiaires du projet. Les organisations de producteurs agricoles, les petites et moyennes entreprises agricoles, les petites et moyennes industries agricoles, les systèmes financiers décentralisés. Ces appuis ont été identifiés à la suite d'une analyse minutieuse et participative avec l'ensemble des acteurs, à savoir l'APECAM, la CNOP, le patronat du Mali, représentant les opérateurs économiques, le centre de promotion et d'appui au système financier décentralisé, l'association professionnelle et plusieurs personnes de ressources qui ont permis d'aboutir à un plan d'urgence en appui au secteur et aux acteurs, aux bénéficiaires du projet inclusif. Ce geste démontre l'engagement des plus hautes autorités de notre pays dans la lutte contre le Covid-19. Les institutions de microfinance ont pour mission de contribuer au développement socio-économique des populations à faible revenu en facilitant leur large accès aux services financiers et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Ainsi, les institutions de microfinance contribuent de manière significative à la promotion de l'inclusion financière à travers la facilitation de l'accès, surtout en milieu rural, aux services financiers de base, qu'est l'épargne et le crédit. Le secteur de la microfinance félicite
et remercie le projet inclusif pour cette belle initiative de doter les systèmes financiers décentralisés en 604 kits de protection et d'hygiène, 107 kits de relevé de température et 107 kits de télétravail, kits avec des forfaits de télécommunication. Au nom de l'ambassade du Danemark, de l'ambassade du Canada et du FIDA, ce geste exemplaire et symbolique du projet et sa tutelle, qui permettra au SFD de disposer des mesures de protection et de prévention adéquates contre cette maladie qui continue à faire des ravages à travers le monde. Dans un cadre plus général, c'est un geste qui traduit la volonté conjuguée du gouvernement et ses partenaires à soutenir le secteur privé qui endure les effets négatifs de la crise sanitaire depuis mars 2020. Et pour les SFD, ces dotations permettront d'assurer la continuité de leur activité dans les conditions qui préservent la santé des clients et des employés de ces structures. Cet appui s'inscrit aussi dans la dynamique de partenariat tissé entre le projet inclusif et les SFD pour que les populations rurales vulnérables, qui sont leurs cibles principales, puissent continuer à se procurer des services et ressources financières qui soutiennent leurs moyens d'existence. Deux principales motivations soutiennent l'appui du projet inclusif à l'endroit du secteur de l'agriculture et de la microfinance, qui sont tous deux des meilleurs outils financiers et de lutte contre la pauvreté et d'inclusion financière au Mali. Le projet inclusif a initié des solutions de mitigation susceptibles de construire la résilience des OPA, des PMA, PMI et des SFD, qui sont les cibles du projet, afin de minimiser les conséquences de la crise sur l'atteinte des objectifs du projet et la réduction de la pauvreté rurale. Ces solutions s'articulent autour des actions suivantes. Pour les organisations professionnelles agricoles, OPA, des appuis financiers dans le domaine de la diversification des activités agricoles, en équipement et petits matériels, et de l'assurance agricole, des appuis en termes d'accès à l'information. Pour les petites et moyennes entreprises agricoles, PME, MEA, PMIA, des appuis financiers à la mitigation des problèmes liés à l'écoulement des produits sur le marché, à la facilitation de l'accès aux matières premières, à l'incitation à produire pour le marché local et à maintenir le personnel minimum nécessaire et des appuis spécifiques aux filières céréales sèches et produits de cueillette. Ce don de kits de protection et d'hygiène est composé de 604 kits de lavage des mains, 604 gants, masques, savon liquide, 604 gels hydroalcooliques et 107 appareils de mesure de température multifonction. Le coût s'élève à plus de 87 millions de francs CFA. Au-delà de nos frontières, à présent, le Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire a procédé le week-end dernier au lancement officiel de sa carte de membres sécurisés. Parrainé par son Excellence Ousmane Ag Rissa, ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, cette carte va désormais offrir plusieurs opportunités aux Maliens établis sur le territoire ivoirien. Jakari Jadambele avec le commentaire de Moussa Fomba. Organisée dans le strict respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19, cette activité de lancement de la carte de membres sécurisés du Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire est l'aboutissement d'un long processus entre le dit Conseil et l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour permettre aux Maliens de l'extérieur d'être identifiés plus facilement afin de bénéficier des droits. Et notre souhait, c'est que il suffit de faire la carte. Nous, on veut accompagner cette association jusqu'à l'aboutissement de son projet. Et c'est en cela qu'on va être fiers de dire que la coopération sud-sud, l'association malienne pouvait aller prendre les blancs pour venir faire les cartes. Mais nous allons démontrer que techniquement, en Afrique, on peut se mettre ensemble pour le développement. Donc j'invite, je profite de votre antenne, j'invite les membres du conseil à prendre leur carte. Engagé auprès de ses concitoyens depuis plusieurs années dans leur encadrement, leur rapatriement et leur assistance, le Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire, qui est un démembrement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, à travers cette carte sécurisée, offre aux adhérents plusieurs opportunités,
notamment les opérations bancaires, téléphoniques et autres. C'est pourquoi son président a invité tous les Maliens établis sur le territoire ivoirien à s'enrôler et bénéficier de ces avantages. Le conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire est l'interface entre l'État malien et tous les Maliens qui vivent en dehors du Mali. Donc tout ce qui concerne la gestion des Maliens, leur assistance, leur rapatriement, leur encadrement, tout leur soutien de tous les domaines revient dans les conseils de base des Maliens de Côte d'Ivoire. C'est une cérémonie d'une importance capitale, comme je l'avais dit dans mon discours, qui réellement est venue à point nommé. Parce que cette carte, l'ambassadeur l'a dit, on l'avait voulu une carte biométrique parce que les Maliens de Côte d'Ivoire à un moment donné avaient des problèmes sur la carte d'identité. Non seulement les Ivoiriens ne voulaient pas de la carte d'identité, même pour nos identifications dans les téléphonies cellulaires, encore moins à la banque. Même quand tu as un compte en banque, pour faire des versements, on prend ta carte. Mais pour faire des retraits, on te dit que ce n'est pas biométrique. Donc c'est dans ce souci-là qu'on a cherché un palliatif pour trouver une solution médiane qui permet aux Maliens d'avoir un document fiable. C'est un appel à tous les Maliens résidant en Côte d'Ivoire, ainsi que leurs associations et autres regroupements, d'adhérer massivement au Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire, en prenant les cartes des membres. Se réjouissant du parrainage de la cérémonie, son Excellence Ousmane Aguerissa, ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, après avoir évoqué le rôle important que va jouer cette carte sécurisée infalsifiable pour les détenteurs, a tenu à faire un rappel. La carte ne remplace pas la carte d'identité, la carte NINA et le passeport. Je pense qu'aujourd'hui, les produits qu'il lance aujourd'hui, c'est une carte de membre qui a ses caractéristiques propres. D'après l'opérateur, qui est sécurisé, qui n'est pas falsifiable, mais qui n'est pas une carte biométrique. Ce n'est pas une carte qui peut remplacer la carte nationale consulaire. Elle ne peut pas remplacer la carte biométrique. Voilà, mais c'est une carte qui est très utile pour le conseil à l'intérieur, à l'interne, pour reconnaître ses membres, les organiser, et les faire participer à ses différentes activités, à ses projets, etc. etc. Je pense que c'est extrêmement important. Pour eux, c'est pourquoi nous sommes venus les accompagner dans le lancement et leur souhaiter bon vent. Notons que le Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire a été accompagné dans sa démarche par Afrique Plus, une entreprise ivoirienne spécialisée dans la confection des documents officiels. La remise des premiers lots de cartes a été faite symboliquement par monsieur l'ambassadeur. L'actualité nationale sur un autre plan, direction la commune de Djala-Koroba pour parler environnement dans ce journal avec la journée de reboisement initiée par le Grand Forum de Djitoumou. La cérémonie a eu lieu ce dimanche 26 juillet à Frentoumou sous la présidence du sous-préfet de Sanakoroba. Suivons cet élément. C'est sous une pluie battante que le sous-préfet de Sanakoroba et l'ensemble de la délégation sont accueillis à Frentoumou à l'occasion de la journée de reboisement 4e du genre dans le Grand Djitoumou. L'avantage de la plantation d'arbres, c'est sans à dire, puisque surtout la plupart de ces puits-là, ce sont des fruitiers. D'abord, on mange le fruit et puis les plantes vertes aussi nous appuient à protéger l'environnement. Les arbres absorbent le CO2 et dégagent l'oxygène. Donc ça nous appuie à protéger l'environnement. Cette activité environnementale est une initiative du Grand Forum de Djitoumou réunissant en son sein des ressortissants de cette partie du pays. De par ses multiples objectifs, l'association entend contribuer au développement à la base. Le Grand Forum de Djitoumou étant qu'espace de concertation et de réflexion des ressortissants de Djitoumou ont pour but de rassembler les ressortissants de Djitoumou autour d'une question d'intérêt commun, de promouvoir le progrès économique, social et culturel de Djitoumou, de jouer le rôle d'observation et d'interface entre les communautés de Djitoumou et les autorités nationales, de redonner à Djitoumou son lustre datant par la préservation et la sauvegarde de ses valeurs fondatrices, de faire lobbying pour restituer
à Djitoumou le rôle prépondérant qu'il a toujours joué dans l'histoire du Mali. L'occasion a rassemblé plusieurs personnalités originaires de Djitoumou aux côtés des notables et du maire de la commune rurale de Djelakourouba, non moins président d'honneur du Grand Forum. Je suis animé par un sentiment de joie au motif que en fait, le Grand Forum de Djitoumou ait choisi ma commune, et particulièrement également mon village natal, pour abriter la 4e édition du reboisement. Cette activité de reboisement est prévue dans le PDSEC de la collectivité. Donc si en fait le Grand Forum nous appuie dans ce sens, donc je ne peux que les féliciter, les remercier vivement. Après le cérémonial, le sous-préfet de Sanankourouba à la tête d'une longue file s'est rendu sur le terrain d'un hectare de superficie devant servir à la plantation des 100 pieds d'arbres du manguier en grande partie. À lui d'inviter la population locale à faire montre d'un entretien digne de nom pour favoriser la croissance des plants. Effectivement, on est très heureux. Vous avez vu qu'on est même venu sous la pluie pour vraiment assister au forum, à la cérémonie organisée par le Grand Forum du Djitoumou, qui consiste à faire un reboisement de 100 plants sur un hectare que vous voyez. Et donc vraiment, on ne peut que les encourager pour des initiatives pareilles, pour la lutte contre la désertification. Et vraiment, on est très heureux par rapport à leur travail. On ne peut que les encourager. Mon message, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est par rapport à l'entretien, parce qu'il ne s'agit pas de planter un arbre seulement et de le laisser. Il faudra vraiment avoir le courage de l'entretenir, de l'arroser à chaque fois. Donc vraiment essayer de les protéger pour que les animaux n'arrivent pas à les manger. Cette journée de reboisement avait comme marraine Hassan Samake et Monzon Kanté en était le parrain. Des danses de tiroir au rythme d'instruments traditionnels de musique et des démonstrations de karaté ont tenu le public en haleine. Vivement la 5e journée de reboisement du Grand Forum de Djitoumou. L'essentiel de l'actualité internationale en bref et en image avec Marietou Diallo. Pour nous, au PDCI, l'âge est un atout. L'âge réunit l'expérience et aussi la compétence, a déclaré Henri Konan Bédié à des journalistes après avoir voté ce dimanche 26 juillet au siège du parti Abidjan lors de la convention d'investiture du parti. Mon parti estime que je suis le mieux placé, l'homme de la situation. Il ne faut pas oublier que j'ai gouverné ce pays pendant 7 ans, a-t-il dit après avoir dressé un bilan sévère de l'état de la Côte d'Ivoire. Le PDCI a gouverné de conserve avec le parti de président Alassane Ouattara de 2011 à 2018 avant que l'alliance n'éclate, précisément sur la question du choix du candidat à la présidentielle de 2020. Ceux qui critiquent mon âge, c'est leur problème. Il n'y a pas d'âge limite au regard de la Constitution, a fait valoir Henri Konan Bédié. Je réunis actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles, a-t-il assuré. Après le rendez-vous manqué de 2015, il avait été exclu suite à l'application du code électoral pour avoir soutenu le projet de modification de la Constitution ayant conduit à la chute de Blaise Compaoré. Edi Komboigo a dit accepter cette charge exaltante validée par Blaise Compaoré, le président d'honneur du CDP. Comme attendu, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ancien parti au pouvoir, l'a investi ce dimanche candidat pour la présidentielle de novembre 2020. Il a tenu à mettre fin à toute contestation sur le choix de sa personne. Le président d'honneur, le camarade Blaise Compaoré, conformément au statut du parti, a validé le choix de ma candidature. J'accepte avec beaucoup d'humilité et d'honneur de porter cette charge exaltante pour relever les défis de la conquête du pouvoir par les urnes. Le philosophe français Bernard-Henri Lévy était en Libye samedi 25 juillet pour enquêter sur des charniers. Sa venue a suscité la colère de milices libyennes qui s'en sont prises à son convoi. En déplacement, le Premier ministre a promis de faire la lumière sur cette visite controversée. Il a aussitôt assuré qu'il n'était pas au courant et a exigé l'ouverture d'une enquête. Il est loin le temps où le philosophe était vu comme un ami par les Libyens. Arrivé par avion privé à Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli, Bernard-Henri Lévy se rend rapidement sur son terrain de reportage, les charniers de Taruna à 160 km de Misrata, qui serait l'œuvre des alliés de Khalifa Haftar.
L'avocat et député d'opposition du parti Chadema avait fait l'objet d'une attaque d'hommes armés devant son domicile en 2017. Hospitalisé pendant plusieurs mois au Kenya, il avait été ensuite transféré pour de nouvelles opérations chirurgicales en Belgique où il vivait. Avant d'être brutalement attaqué, Tundu Lissu avait fait l'objet de plusieurs arrestations. Il assure ne pas craindre d'être de nouveau arrêté. Il est par contre inquiet pour sa sécurité et appelle les autorités à le protéger. Début août doit se tenir le congrès de son parti Chadema. Plusieurs personnalités se disputent l'investiture pour la présidentielle et Tundu Lissu a décidé de se lancer dans la course. Les élections générales en Tanzanie sont prévues le 28 octobre prochain. 3 jours après l'annonce de la fermeture du consulat américain à Chengdu, la Chine a annoncé lundi avoir pris possession du bâtiment diplomatique en représailles à une mesure identique des États-Unis. Des fonctionnaires chinois ont foulé lundi 27 juillet le sol du consulat des États-Unis à Chengdu, peu après avoir ordonné le départ des employés de Washington, mettant fin à un épisode de sanctions mutuelles digne de la guerre froide. Très symboliquement, la bannière étoilée des États-Unis avait été descendue peu auparavant à l'intérieur du complexe diplomatique, selon des images de la télévision chinoise. Pékin avait protesté après le départ des fonctionnaires chinois. Ce bâtiment est une propriété nationale de la Chine, avait souligné le ministère chinois des Affaires étrangères, se référant au droit international. Du sport, avant de prendre congé de vous, le père fondateur du Kung Fu Wing Chun, Sifu Moussa Coulibaly, a été élevé au grade de ceinture noire 10e degré par ses disciples. C'était lors du traditionnel passage de grade de la discipline qui s'est déroulé le dimanche 26 juillet 2020 dans la salle de spectacle de l'Institut national des arts de Bamako. Issouf Coulibaly, Baba Keïta. Ils étaient 146 pratiquants venus de toutes les régions du Mali, à l'exception de Gao, Tombouctou et de Kidal. Ce passage de grade est synonyme d'examen pour les apprenants. Les différentes épreuves qui ont permis aux grands maîtres de déceler les plus performants sont la démonstration de base, le Tao de base, les démonstrations supérieures, le Tao de programme, le Kion et le Kion attaque. En plus de ceux de l'intérieur, les pratiquants de la Guinée-Conakry, du Sénégal et de l'Arabie Saoudite ont marqué d'un emprunt indélébile ces retrouvailles autour de leur passion. Le style que nous pratiquons est en train d'évoluer d'année en année et nous pensons que avec ces multiples représentants à travers tout le pays, notre style est en nette progression. Dieu merci. Ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est que l'art martial avance. On voit que l'art martial avance de jour en jour et que le nombre de pratiquants et le nombre de disciples augmente chaque jour que Dieu fait. Donc, nous, on demande à l'État d'aider les pratiquants d'art martial, surtout le Kung Fu. L'art martial, c'est comme un esprit saint dans un corps saint, d'après le grand Sifu Bruce Lee. Donc, l'art martial, ça permet à l'individu d'être en bonne santé et puis ça te permet de te protéger aussi. Donc moi je lance un appel à tous les Maliens et tout le monde entier donc de pratiquer l'art martial en général. Au cours de cette cérémonie martiale, le père fondateur de Kung Fu Wing Chun, Sifu Moussa Coulibaly, a été élevé au grade de ceinture noire 10e degré par ses disciples. Alors, il y a beaucoup de raisons en ça. L'une des raisons, c'est que les disciples qui sont en train de pratiquer sont en train d'avancer en dan. Moi, par exemple, quand je rentrais au Kung Fu dans les années 93, le maître il était ceinture noire 3e dan. Aujourd'hui, moi je suis 6e dan. Alors, l'une des premières raisons, c'est que quand les disciples avancent, les maîtres qui pratiquent, ils doivent obligatoirement avancer. Même si ceux qui doivent normalement, naturellement les avancer, qui sont leurs maîtres, ne sont plus au Mali pour pouvoir le faire. Donc les disciples que nous sommes sont obligés de pouvoir les grader pour que leur grade avance afin qu'ils puissent permettre aux disciples que nous sommes d'avancer aussi en grade de par les pratiques que nous faisons. Ainsi, l'Union nationale de Kung Fu Wing Chun comptera désormais dans ses rangs les nouveaux gradés qui participeront certainement à l'implantation de cette discipline à travers le Mali.
Votre émission sport, c'est tous les lundis après le journal en langue nationale Bamanankan. Fin de ce journal qui vous a été proposé par la rédaction. La version Bamanankan de cette édition, c'est à 21h avec Amadou Kamara. Excellente soirée en compagnie des programmes de Chérif La Télévision et à demain, Inch'Allah.